Et c'est parti pour la première rencontre de la journée, rencontre sur la thématique des héros de la résistance anticoloniale en Polynésie française au XIXe siècle. Et c'est Bruno Sora qui fera cette rencontre. Je laisse la parole à Bruno d'ailleurs. Merci Yorana, et merci d'être là à une heure, je ne sais pas si elle est très chrétienne ou pas chrétienne. C'est l'heure du Purera, des cultes, et vous n'y êtes pas. Je vous ai repéré, chacun d'entre vous, mais ça veut dire que vous y êtes allé hier soir sans doute pour pouvoir être ici ce matin. Donc, et moi aussi d'ailleurs. Voilà. Et voilà, c'est moi-même qui me suis proposé, quand j'ai vu le thème du salon du livre cette année sur les héros, je me suis dit, j'ai forcément quelque chose à dire sur les héros. Et autant c'est vrai que je fréquente pas, je suis un peu asocial, je fréquente pas beaucoup les lieux publics, le salon du livre, mais là je me suis déclenché moi-même en me disant, ok, est-ce que je vais sur les temps anciens ? Parce qu'il y a un personnage qui m'intéresse beaucoup en ce moment, sur lequel je suis en train de travailler et autour duquel on se retrouvera, je pense, qui est le personnage de Hiro, qui est un navigateur, un vrai homme, mais selon les îles, on l'a à moitié déifié. Enfin, donc ce personnage, je travaille dessus, mais il y aura un moment pour parler de lui. Et donc, j'avais pas forcément du nouveau à dire. C'est pourquoi je suis venu avec un ouvrage que j'ai écrit, donc j'ai pas trop honte de me reposer sur mon propre ouvrage, mais c'est vrai que voilà, tout ça date déjà d'il y a 8 ou 9 ans, et donc c'est Histoire et mémoire des temps coloniaux en Polynésie française, chez un bon éditeur de la place, et j'ai abordé sur une trentaine ou une quarantaine de pages le thème des héros de la résistance à la colonisation française, parce qu'on n'en parle pas toujours, on en parle, de plus en plus malgré tout, parce qu'il s'est sans doute passé une centaine d'années pendant lesquelles on n'en parlait pas, ou en tout cas on n'en parlait pas publiquement. Ça restait des paroles privées dans les familles, dans les descendants de ces héros qui ont été aussi un peu des martyrs, peut-être, voilà un concept qu'on n'a pas trop avancé dans ce salon. Mais en clair, ce sont des événements qui se passent à peu près entre 1840 et 1900. Et ce sont des événements très ancrés dans des lieux. Donc c'est en général les gens du lieu qui gardent la mémoire des lieux des combats, des lieux d'une arrestation, des lieux d'une déportation. Donc c'est une mémoire qui reste présente chez les gens de certains lieux qu'on va évoquer rapidement aujourd'hui. Tout ce que je peux faire, c'est de vous rendre la parole aussi, parce que je pense que certains d'entre vous ont une mémoire peut-être de ces événements, de ces personnages, et puis peut-être vous donner quelques développements, parce que depuis 8 ou 9 ans que j'ai travaillé là-dessus, il y a eu des célébrations nouvelles, il y a des écrivains ou des cinéastes qui sont en train de travailler sur ces personnages. Donc c'est pas simplement une préoccupation personnelle. Je pense qu'il est important d'être attaché au phénomène de résistance à la colonisation française, et même peut-être aussi à la christianisation, parce que je commencerai juste par évoquer, par ordre, la situation à Tahuata, aux îles Marquises, en 1842, où on a un premier heurt en 1842 avec un chef local, Yotete, qui est d'abord reconnu par la France, qui annexe les îles Marquises en 1842, et qui ensuite est destitué par la France au profit de son neveu. Et la situation s'envenime alors. 24 marins et 2 officiers français sont tués par les hommes de Yotete. Donc c'est le premier phénomène de résistance à la colonisation française. Mais en fait, on a l'idée que les îles Marquises sont des îles dans lesquelles, d'abord, sont des îles pro-françaises, dans lesquelles, avec la France, ça se passe bien. Ça se passe bien aujourd'hui, mais ça ne s'est pas toujours bien passé. Et même, on a l'idée que ce sont des îles très catholiques et que ça se serait toujours bien passé avec l'Église catholique, alors que ça n'est pas vrai. En fait, il y a eu une période, c'est tout à fait compréhensible, les Marquisiens avaient leur religion, ils avaient leur chef, et donc ils n'ont pas non plus sauté dans les bras de la France spontanément. Et ça a mis assez longtemps, je retrouve dans ce que j'ai écrit, je l'avais oublié un petit peu, le fait qu'en 1880, pendant 2 ans, c'est le couvre-feu, c'est l'état de siège dans le groupe sud des îles Marquises, Tahuata, Hivaoa, Fatuhiva. L'église catholique, par exemple, de Hanapaoa est saccagée à Hivaoa en 1874. Donc, c'est intéressant de se souvenir que la fin du 19e siècle, la deuxième partie du 19e siècle, a été une période dans laquelle l'arrivée de la France et des religieux français, parce que selon les îles, effectivement, ils ont pu arriver avant la marine de guerre française aux îles Gambier. On sait que les pères catholiques arrivent avant
la marine française. Aux îles Marquises, ils arrivent sur les bateaux de la marine française, donc il peut y avoir une interrogation sur le sens de ces résistances. Est-ce que ce sont simplement des résistances à un nouveau pouvoir, ou est-ce que ce ne sont pas des résistances finalement à une nouvelle culture qui pourrait englober des résistances à la christianisation? C'est vrai qu'on a l'habitude de célébrer les îles Marquises, et voilà, Monseigneur d'Ordillon, etc., le dictionnaire, comme si les Marquisiens avaient fait alliance spontanément et unanimement avec la France dès les années 1860 ou 70. Ça ne s'est pas passé comme ça, en tout cas pas avant la fin du 19e siècle. Donc le premier personnage qu'on peut évoquer, c'est Yo-Tété, et là aussi, si quelqu'un dans la salle a une idée des cérémonies qui peuvent se faire aujourd'hui à Tahuata autour de Yo-Tété, honnêtement, je sais qu'il y a une stèle, en fait, il y a 2 stèles, une pour Yo-Tété, me semble-t-il, et une pour les marins français qui ont été tués dans cette année-là. Mais je ne sais pas quelle est la vivacité de la mémoire, parce qu'en fait, d'abord c'est le dépôt de ces stèles souvent, et puis l'animation de ces stèles et de la mémoire est quelque chose d'un peu irrégulier, d'un peu sporadique. Parfois, ça surgit à l'initiative finalement d'un groupe de personnes, et puis ça disparaît, ça s'éteint pendant 10 ans ou 15 ans. N'importe comment, ça a mis longtemps à se manifester, parce qu'on le sait très bien, même pour écrire l'histoire d'une guerre, enfin on le sait en France avec la guerre d'Algérie, ou on le sait aussi d'ailleurs avec la Deuxième Guerre mondiale, les historiens ne se précipitent pas tout de suite pour écrire l'histoire d'événements aussi chauds, et on estime qu'il faut une période de 10, 20, 30 ans pour que la mémoire s'apaise un peu et pour qu'on commence à objectiver. Mais la mémoire des héros des résistances marquisiennes ou tahitiennes ou autres, elle n'est pas réapparue très très vite. Et donc c'est plutôt des phénomènes de la fin du XXe siècle ou du début du XXIe siècle. Donc on a le cas de Tahuata, on a bien sûr le cas à peu près dans les mêmes années de Nukuhiva, 1845, avec un chef local qui s'appelait Pakoko, qui là aussi a été, assassiné, tué par la France, jugé sur place devant une commission militaire, fusillé moins de 2 mois plus tard à Taiohae, le 21 mars, parce qu'on l'avait accusé donc d'être à l'origine de l'assassinat lui-même de 6 soldats français dans l'île, survenu au mois de janvier 1845. Donc la mémoire de Pakoko, elle est un peu connue par différents acteurs, par différents phénomènes. Il y a eu une recherche universitaire et j'aimerais vraiment qu'elle soit publiée un jour. C'est dommage que cette fille, qui était une jeune fille française qui est venue à Tahiti, qui s'appelle Sophie Humbert, a fait un beau mémoire de Master 2, à l'époque on appelait ça DEA, Diplôme d'études approfondies. Elle a fait un mémoire il y a une vingtaine d'années sur Pakoko et sa mémoire au début des années 2000, justement à Nukuhiva. Et puis ça n'a jamais été publié, donc on a un travail universitaire là-dessus. Et puis, ceux qui célèbrent la mémoire de Pakoko, avec qui elle avait discuté, c'était les gens du Taavini Huir Atira à Nukuhiva, mais c'est vrai que Nukuhiva n'est pas une île où le mouvement indépendantiste tahitien au sens large est très fort. Donc la mémoire de Pakoko est une mémoire qui n'est pas entretenue régulièrement. Mais à titre de développement plus contemporain, moi j'ai vu l'autre jour un film qui a sans doute été réalisé et qui est diffusé depuis quelques années par une dame qui s'appelle Théaki Dupont. Et Théaki Dupont est une marquisienne, on va dire demi-marquisienne, je crois un papa militaire ou gendarme, une maman marquisienne. Elle a fait un film sur son ancêtre Pakoko qu'on trouve dans l'avion. Honnêtement, j'étais dans un avion d'Air Tahiti Nui, il me semble, et j'ai vu ce film sur Pakoko. Mais c'est un film sur Pakoko vu par sa descendante Théaki, qui est beaucoup un film sur Théaki, parce que je pense que c'est une dame qu'on a connue à un certain moment. Elle s'est présentée à des élections en France, à des élections législatives ou régionales quelque part dans les Pays de la Loire. Elle a vécu ici aussi à nouveau, parce qu'elle a vécu aux Marquises quand elle était petite, et puis ensuite elle en est partie pendant longtemps. Mais on l'a revue à Tahiti il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Elle s'est là aussi présentée peut-être à des élections. Et c'est elle qui a voulu tourner un film sur un peu la malédiction de la descendance de Pakoko, parce que ils auraient été un peu stigmatisés, ils auraient eu aussi moins de terres. C'est vrai que l'enregistrement des terres, etc., le cas est différent île par île, mais aux îles Marquises, elle se plaignait. Alors est-ce qu'il y a un peu de volonté de tirer la couverture à soi, de victimisation d'elle-même à travers cet ancêtre, ou est-ce qu'elle touche
peut-être précisément avec son regard un peu extérieur, est-ce qu'elle ne met pas le doigt là où il y a un vrai problème? Toujours est-il qu'elle estime que la famille de Pakoko a été un peu mal vue parce qu'elle représentait des valeurs contraires à celles qui étaient devenues dominantes. Et puis en plus, ils auraient été un peu privés d'un certain nombre de terres familiales. Donc cette mémoire de Pakoko peut ressurgir à l'occasion. Puisqu'on est en train de parler des îles Marquises, il y a aussi un développement qui n'a pas trait uniquement à la colonisation, mais même à la christianisation, qui est l'existence de ce groupe de jeunes marquisiens, Kakaia, qui est un mouvement artistique qui est apparu dans les années 2000, on va dire 2015-2020. Il me semble dans un des festivals des arts en 2019, ils avaient été plus ou moins interdits de scène parce qu'ils allaient très loin dans leur dénonciation, leur remise en cause, non seulement de l'ordre français et de son imposition, mais également de l'imposition plus ou moins de l'ordre catholique. Et donc, ils ont été réintégrés récemment dans un nouveau festival des arts. Mais je pense qu'il y a une focalisation et des développements intéressants à travers cette jeunesse marquisienne de ce groupe Kakaia. Donc, île Marquise, c'est Yotete à Tahuata, 1842, Pakoko en 1845 à Nukuhiva. Et autour de Pakoko, il y a aussi beaucoup d'interprétations sur le sens de sa révolte par rapport aux femmes, une histoire de mœurs. Est-ce qu'il, il semblerait qu'il y avait une sorte de couvre-feu pour ne pas que les femmes marquisiennes aillent sur les bateaux de la marine française, et que lui aurait souhaité au contraire que ses filles puissent passer à un moment ou à un autre, et donc il se serait opposé à ce nouvel ordre. Mais chacun se rejette un peu la balle en matière de mœurs. Les Français étant normalement vus comme ceux qui cherchaient les femmes marquisiennes, mais dans cet épisode-là, au contraire, ce seraient ceux qui auraient plus ou moins empêché les femmes marquisiennes de venir au bateau. Enfin, il y a un ensemble de représentations assez confuses autour de Pakoko, mais c'est loin. On est en 2025 pratiquement, et ce sont des faits qui remontent à 1845. Donc c'est tout à fait normal qu'on ne sache jamais véritablement qu'est-ce qui s'est passé autour de Pakoko, et que la mémoire soit extrêmement interprétative vis-à-vis de ce personnage-là. En tout état de cause, on peut le considérer comme un héros, évidemment de manière précautionneuse avant de venir au Salon du Livre, puisque ça parle des héros. Je suis allé rechercher la définition d'un héros pour être sûr d'être dans le sujet. Et un héros fait preuve de bravoure particulière, parce que je ne sais pas si chaque soldat dans une armée est un héros. Ou est-ce que c'est le général qui est le héros? Ou est-ce que chaque soldat est un héros parce qu'il fait preuve d'une bravoure immense? Mais est-ce une bravoure particulière? Donc c'est sûr que Pakoko a eu un comportement singulier, différent de l'ordre dominant qui s'imposait. Et je pense que Pakoko peut passer pour un héros de la résistance marquisienne des années 1840. À Tahiti, les mêmes années, 1844-47, cette fameuse guerre franco-tahitienne, dont le point le plus triste, le plus chaud, est sans doute le district, le Mataina de Mahaena, sur la côte est de Tahiti, où, semble-t-il, il y a plusieurs centaines de morts dans une résistance, donc à la présence française. 1844-47, il ne faut pas oublier que la France a placé les Marquises sous annexion directe, donc il n'y a plus de pouvoir local, il n'y a plus de hakaiki, il y a directement une administration française. À Tahiti, c'est un protectorat, donc il y a encore un royaume tahitien sous protectorat français, mais on sait très bien que ce protectorat est dénoncé dès 1843, et donc la France se retrouve Tahiti se retrouve dans une situation d'annexion, une situation très floue pendant les années 43, 44, 45. Est-ce encore le protectorat? Est-ce totalement une annexion? Et donc, quoi qu'il en soit, le district de Mahaena est le lieu de combat et d'une résistance violente, extrêmement violente. Alors là aussi, ça m'intéresse, ça m'interroge, ça m'émeut de voir que cette mémoire ne s'est jamais éteinte, semble-t-il, puisqu'il y a des gens sur place à Mahaena qui connaissent les lieux des combats. Et j'ai été contacté pas plus tard que ça, Christian, il y a 10 jours, 15 jours, par des cinéastes français
qui sont en train de faire une série de 3 films de 52 minutes sur justement les résistances polynésiennes à la colonisation française. Et donc ils sont allés à Mahaena, ils ont trouvé la collaboration des autorités locales et ils vont recueillir des témoignages. Voilà, témoignages 180 ans après, c'est toujours un facteur d'interrogation. Est-ce que ces témoignages sont fiables ou pas ? Ce qu'il y a déjà de merveilleux, c'est qu'il y a des témoignages 180 ans après d'une mémoire qui ne se serait pas éteinte et qui serait accrochée à certains lieux et peut-être, on le verra, à certains personnages. On ne connaît pas le nom des héros de la résistance de Mahaena, mais peut-être que des gens de Mahaena les connaissent et les diront parce que c'est... ces documentalistes, enfin ces auteurs de documentaires sont venus pour des repérages, mais ils vont revenir toute l'année prochaine pour filmer aux îles Marquises, pour filmer à Mahaena, pour filmer à Te Vaitoa. Il y a également Huahine qui les intéresse parce qu'en 1846, il y a aussi à peu près 25 morts français dans une attaque que la France lance sur le village de Maeva. Et là aussi, moi qui ai vécu longtemps à Huahine, il y a toutes sortes de dires et de représentations sur cette bataille parce que des soldats français sont enterrés là. Et il y a eu un peu une guerre des mémoires à la fin des années 1990 lorsque la mairie de Huahine se joignait au bateau de guerre français. Quand un bateau de guerre français venait à Huahine, mais le maire de Huahine accompagnait les officiels français pour venir faire un dépôt de gerbes sur les tombes des soldats français. Et c'est Chantal Spitz, notre ami, qui à ce moment-là a râlé un peu en disant enfin c'est ridicule que le maire de Huahine se joigne aux Français pour venir rendre hommage à ceux qui ont abîmé les gens de Huahine. La moindre des choses serait au moins qu'il y ait 2 hommages pour les résistants de Huahine et pourquoi pas pour les Français, effectivement, qui sont morts en servant leur patrie. Mais la moindre des choses serait qu'il y ait 2 hommages avec des attitudes ambiguës de la part des anciens combattants, d'ailleurs, parce qu'il y a des anciens combattants tahitiens à Huahine qui ont tout simplement été dans l'armée française et puis qui étaient un peu, invités à la cérémonie coloniale pour célébrer les tombes des soldats français. Et puis il y a aussi cette ironie de l'histoire ou cette pirouette qui fait qu'à Huahine, les gens de Huahine disent que de toute manière, sous les tombes des soldats français, ce n'est pas les soldats français, c'est les soldats tahitiens. Et qu'en fait, les Français viennent se ridiculiser, à rendre hommage à des morts qui ne sont pas les morts français. Parce qu'en fait, les Tahitiens auraient enlevé les morts français et ils auraient mis leurs morts à eux. Et comme ça, les Français, qui sont vraiment du début à la fin, viennent rendre hommage à des morts tahitiens sans le savoir. Bon, ça, c'est ce que disent certaines personnes à Maeva. Et c'est toujours très intéressant de voir cette dérision ou ce jeu de rôle dans cet épisode tragique quand même, très tragique. En tout état de cause, Huahine a gagné, enfin l'armée française est partie et à ce moment-là, en 1846, la France bat en retraite. On a également la fameuse révolte des Mormons de Anna en 1852, qui est un épisode dans lequel un gendarme, chef de poste français, est tué et un père catholique sérieusement blessé. Donc ça passe pour une révolte des Mormons. En fait, c'est d'abord une révolte des gens de Anna qui ne voulaient pas de l'installation de l'Église catholique parce que certains d'entre eux avaient déjà une nouvelle religion qui était la religion des Saints des Derniers Jours. Et bon, après, là aussi, ça reste un fait isolé, mais c'est c'est un fait de la résistance avec la mort du gendarme chef de poste français qui s'appelait Viry, je pense. Et puis on a surtout, et c'est plus près de nous dans le temps, 1897, bien sûr, la mémoire de la résistance de Te Vaitoa à Raiatea. Il ne faut pas oublier Vaitoare aussi à Taha'a, qui a été quand même bien abîmé, bien brûlé, etc. Et on connaît quand même mieux cette histoire parce que c'est plus contemporain. Ça veut dire qu'autour de 100 ans après l'événement, donc 1897, la France, qui avait proclamé l'annexion des îles sous le vent en 1888, elle attend une dizaine d'années, puis finalement elle décide de soumettre les derniers résistants des îles sous le vent. Et en 1897, donc, elle attaque Raiatea, Taha'a, et on a un peu 2 personnages qui représentent cette résistance. Le fameux Teraupo, qui va être arrêté, déporté en Nouvelle-Calédonie, mais qui est vivant, et qui reviendra de Nouvelle-Calédonie et qui mourra dans son lit à Raiatea lors de la grippe espagnole de 1918. Et puis il y a un deuxième héros, donc vous le savez, qui est Matai ou Matai Taane, qui lui par contre est mort dans la bataille
Donc il y a une sorte de bataille des mémoires à Rayatea, certains préférant célébrer la mémoire du héros qui est mort sur le champ de bataille, Mathei, d'autant plus qu'il a beaucoup de descendants. Tandis que Teraup'o n'a pas eu d'enfant direct, et donc sa mémoire est un peu moins entretenue par des familles, même si la parenté au sens large de Teraup'o, bien sûr, peut elle aussi avoir été stigmatisée. Et j'ajouterais, mais c'est une hypothèse, et c'est vraiment, je suis très prudent, 1897, on a à peu près 200 personnes de Rayatea qui sont déportées, Rayatea et Taha'a, qui sont déportées à Oahuka, aux îles Marquises, parce que c'était les résistants. Et donc certains vont partir à Nouméa et d'autres vont partir à Oahuka. Ça durera 2 ans environ. La commune de Oahuka, avec celui qui a été longtemps maire là-bas, Léon Lichelet, est très sensible à cette, à cette présence de gens des îles sous le vent, éloignés de chez eux. Et donc la commune de Oahuka s'associe assez régulièrement aux célébrations de Tevaitoa pour célébrer la mémoire des résistants. Mais pendant qu'ils étaient à Oahuka, a eu lieu, donc c'est ma question, ont eu lieu les revendications des terres à Rayatea. 1898-99, c'est les taumités, c'est les titres de propriété des îles sous le vent. Et on peut se demander si ces gens qui n'étaient pas là n'ont pas été spoliés, ou en tout cas n'ont pas été privés de certaines revendications foncières qu'ils auraient pu faire et qu'ils n'ont pas faites, que peut-être leurs frères et sœurs ont faites à leur place. Parce que je ne dis pas que ces terres sont tombées dans l'escarcelle française, même si l'idée c'est que toutes les terres qui n'étaient pas revendiquées comme propriété privée devenaient des terres domaniales. Je me suis toujours interrogé sur l'origine du grand domaine de Fa'aroa, à Rayatea, avec 1 millier d'hectares qui appartiendraient à personne, puisque c'est devenu un terrain public. Je ne sais pas dans quelles conditions, je pense qu'il faudrait vraiment des historiens qui travaillent là-dessus, mais il est possible, et dans les mémoires et dans les représentations que les gens en ont, certaines personnes de Rayatea et Taha'a disent que non seulement leurs ancêtres ont été déportés, mais en plus ils ont été privés de certaines procédures de revendication de terre au moment où ils étaient absents. Donc ce serait une double peine si l'on veut, et ça mérite beaucoup de précautions, mais c'est un vrai sujet de recherche historique. Donc pour ce qui est de Rayatea, un des développements, c'est la célébration à partir de 1997, donc 100 ans après les faits, et même déjà 2 ans à l'avance, le Tavini Huir Atira sur place s'organise pour célébrer d'ores et déjà la mémoire des résistants. Donc il y a des célébrations depuis 25 ans qui ne sont pas exactement annuelles, qui ont une certaine irrégularité, mais il y a des célébrations à Rayatea et 2 développements. Une statue de Teraup'o a été posée à Tevaitoa il y a quelques mois, statue réalisée par Evra Chossoa, dont on sait donc que c'est un artiste de Rayatea, qui a fait la statue de Bobby, qui est peut-être là. Elle est où la statue de Bobby? Elle se balade, elle a été à Huahine, ensuite elle est ici. Il y a une statue de Vehiatua Itematai, je pense, à la presqu'île, à Teraup'o, et je ne sais pas si la statue de... Enfin, je ne sais pas si ce garçon est un mécène, si c'est lui qui paye les statues, ou si ce sont des commandes. Celle de Bobine est une offrande, enfin est quelque chose qu'il a offert. Celle de Tevaitoa, je ne sais pas s'il l'a offerte ou si ça a été une commande publique. Là aussi, voilà encore un petit sujet d'enquête. Mais il y a une commémoration, en tout cas une statufication. Je ne sais pas comment on dit. Mais la figure de Teraup'o est loin d'être oubliée désormais, puisqu'il a carrément une statue à sa mémoire à Tevaitoa. Donc ça, c'est un développement. Et puis, il y a aussi des jeunes Italiens qui font des doctorats en ethnologie, anthropologie, en Polynésie française. Depuis quelques années, il se trouve qu'il y a un professeur à l'université de Rome qui s'appelle Matteo Aria, qui a fait une thèse de doctorat sur Taha'a et Rayatea, et le renouveau culturel du Marais Taputapuatea, etc. Et il a entraîné avec lui une dizaine de jeunes chercheurs italiens qui viennent souvent ici. Il y en a un qui vient de faire une très belle thèse sur les îles Marquises, et il y en a un qui vient de faire en 2023, de soutenir en Italie. Il s'appelle Francesco Latanzi. Il vient de soutenir une thèse sur les héros de Rayatea. Et donc il s'est intéressé au personnage de Tupaia, héros de la navigation. Il s'est intéressé au personnage de Teraup'o et Mathei, et il a vu que finalement le Tupaia n'était pas si connu que ça des gens de Rayatea, et que
sur Matrei et Teraopo, il y avait un peu une division des mémoires, et au fond que les gens avaient l'impression que c'était des mémoires qui divisent les pro-français et les pas pro-français, qui divisent les descendants de Matrei et les tenants de la mémoire de Teraopo. Donc ils se rendaient compte qu'au finalement, au sein de la jeunesse de Raiatea, il y avait un emblème qui réunissait tout le monde, c'est le tiare apetahi. Voilà. La fleur de Raiatea, tout le monde se range derrière cette fleur. C'est un patrimoine de l'île, une fierté de l'île, mais les héros historiques sont moins bien connus et sont matière à interprétation. C'est toute la question du sens. Et donc il a constaté que malgré l'intérêt que certaines personnes ont pour eux, ce sont souvent des stratégies parfois personnelles de personnages contemporains qui souhaitent se ranger un peu dans les pas de ces héros d'autrefois, pour des stratégies personnelles qui sont sans doute louables également. Mais voilà, ça peut être aussi un facteur de division. Donc il y a toutes ces recherches nouvelles, voilà, il y a quelques développements autour de ces héros de la résistance. Et je vous redonne la parole tout de suite, parce que si jamais... Et je vois qu'on a des amis de Moorea qui sont venus aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est d'une éventuelle mémoire de la résistance de Moorea. Est-ce que des gens en parlent? Est-ce qu'une figure, un personnage... Est-ce que quelqu'un veut intervenir à ce sujet? J'ai le micro avec moi, je peux venir à votre rencontre. Est-ce que du côté de Moorea, par exemple, on parle d'un personnage ou de lieu de combat? Moi, je n'ai pas une ligne là-dessus, parce que je n'ai pas de savoir là-dessus. Quelqu'un veut prendre la parole à ce propos, à ce sujet? Ou même poser une toute autre question, attention. Donc là on a aiguillé un petit peu la réflexion, mais est-ce que quelqu'un a une question dans l'Assemblée de toute manière? Allez-y. Voilà. Bonjour. Alors, pour ma question, comme j'ai lu votre livre sur les mémoires de la Polynésie, en fait, alors j'ai un extrait que j'ai relevé. Alors, ce sont les missionnaires anglais arrivés à Tahiti en 1797 n'ont jamais colonisé les Tahitiens. Mais si à écrire ces mots, j'entends déjà mon ami historien Toriki Gleizal objecter qu'ils colonisèrent leurs esprits ou leurs âmes. Ma question est-ce que les Anglais ont vraiment colonisé la Polynésie? Car cette notion de colonisation signifie s'accaparer d'un territoire ou transformer un pays en une colonie, en un territoire dépendant d'une métropole. Merci, c'est bien, parce que j'aurais dû commencer par là. J'ai montré combien la question de la colonisation est parfois liée à celle de la christianisation selon les îles. Aux Marquises, je répète, les curés arrivent sur les bateaux de la marine. Donc il peut y avoir un rejet des deux. Mais à Tahiti, les pasteurs anglais arrivent 50 ans à peu près avant la colonisation française. Donc ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas les mêmes acteurs, ce n'est pas la même puissance européenne qui est derrière. Et on a un exemple quand même historique d'une autoconversion de l'île de Rurutu en 1822 avec des gens de Rurutu qui se retrouvent à Maupiti, qui trouvent chouette la nouvelle religion qui apparemment est une religion assez simple, assez non sacrificielle, etc., et qui reviennent dans leur île et qui auto-convertissent leur île. Autrement dit, là, on a une conversion sans missionnaire, ce qui veut bien dire qu'on peut avoir parfois des phénomènes de christianisation qui ne sont pas du tout imposés dans un contexte de force, de rapport de force inégal, mais on peut avoir des phénomènes d'auto-conversion. Donc il faut distinguer normalement quand même la christianisation et la colonisation. La christianisation de Tahiti, des îles sous le vent, des Australes, a été une christianisation assez largement volontaire, en tout cas qui a offert assez peu de résistance, et ça n'est pas une colonisation, au sens strict, dans le sens où la colonisation, c'est un phénomène d'imposition politique, militaire, à finalité économique, et qui passe par des moyens démographiques. On amène des colons. C'est ça la colonisation. La christianisation anglaise de Tahiti ou d'autres îles, elle passe par très peu de missionnaires. Elle n'a pas pour but de s'emparer politiquement de Tahiti ni une exploitation économique. Donc il faut distinguer les deux. Et voilà. Maintenant, il y a des gens qui disent non. On a commencé à nous coloniser, c'est la colonisation de l'imaginaire. On nous a montré qu'on était inférieur, qu'on était plus faible, qu'on était... Voilà, il y a tout un ensemble de rapports de force, mais ce n'est pas les mêmes acteurs et ce n'est pas la même période même.
5 mars 1797, et la France, c'est 1842. Il y a 50 ans d'écart. Donc on ne peut pas confondre les deux phénomènes. Ouais. Alors j'ai le temps pour une deuxième intervention, et après on va passer à la suite. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou une question à poser ? Oui, bonjour. Dans ce que l'on appelle les guerres franco-tahitiennes, au moins à Tahiti, parce que je ne connais pas pour les autres archipels, il y a quand même une participation aussi donc, de Polynésiens déjà convertis au christianisme et qui vont soutenir les forces françaises. Est-ce qu'on a une idée, en gros, des proportions à ce moment-là de gens qui sont déjà pro-français et qui vont soutenir la France dans son colonialisme? J'ai pas de chiffres et c'est bien de le rappeler. Moi, je pense que fondamentalement, on peut être à la fois acteur et victime de l'histoire. Ça veut dire que dans ces histoires, ce sont des guerres fratricides aussi. À Rayatea, il y a des soldats tahitiens qui viennent se battre contre les gens de Rayatea pour le compte de l'armée française. Donc, il ne faut pas être manichéen et opposer des soldats français blancs avec des Polynésiens tous rebelles, résistants, etc., unanimes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on a des soldats tahitiens qui se battent contre d'autres Tahitiens en 1844, 45, 46 à Tahiti. On a la même chose aux îles sous le vent, donc c'est bien de le rappeler. C'est pour ça que c'est une mémoire, je pense, douloureuse et que parfois les gens ont envie de passer à autre chose et de célébrer finalement ce qui les unit davantage que ce qui les divise, parce que oui, c'est une histoire aussi tahitiano-tahitienne. C'est intéressant le mot que tu as employé, la guerre franco-tahitienne. On pourrait très bien dire aussi la guerre tahitiano-française. Enfin, c'est comme ça qu'on le prend. On parle de guerre franco-tahitienne parce que c'est vrai que quand même l'agresseur, c'est la France. Mais chaque situation est compliquée, chaque mot qu'on emploie est compliqué. Précisément, je viens de dire, dans les journaux français, on parle de rebelles. Nous, on préfère parler de résistants. On pourrait parler de héros, de patriotes. Voilà. Donc chaque mot qu'on emploie est compliqué, chaque situation locale est différente. Et donc ce sont des questions qui sont fondamentalement idéologiques. Et j'en appelle vraiment aux historiens, parce qu'on n'a pas beaucoup d'historiens de Tahiti, ni des gens d'ailleurs, ni des gens d'ici finalement. Il y a vraiment matière à faire des études de cas par cas. Et si ça se trouve, peut-être que la présence de ces cinéastes français va permettre de faire émerger de nouveaux témoignages, de nouvelles sources. Donc il y a encore beaucoup à faire dans cette recherche-là. Je pense que Jean-Christophe Teva Shigetomi a beaucoup travaillé sur les Tahitiens qui sont allés combattre avec la France, pour la France. Je lui ai dit un jour, au bout de 4 livres, là, les Tahitiens dans la Première Guerre mondiale avec la France, dans la Deuxième Guerre mondiale avec la France, dans la Troisième Guerre mondiale avec la France, dans la Quatrième Guerre mondiale avec la France. Quand est-ce que tu vas nous parler des Tahitiens qui se sont battus contre la France? Ah, il m'a dit, il faut que j'y pense quand même, tu as raison. Donc moi, je pense qu'il aurait dû commencer par ça. Mais on n'a pas tous la même sensibilité et je sais qu'il est en train de travailler là-dessus. Donc peut-être qu'il va nous surprendre, après avoir beaucoup célébré quand même l'union, l'alliance, la fraternité tahitiano-française, peut-être que c'est lui qui nous surprendra à trouver des documents d'archives et des sources sur ces périodes-là. Et on finira donc là-dessus. Je veux des applaudissements à Bruno Sora, s'il vous plaît. Non, malheureusement, on doit passer à la suite, excusez-moi.